Bertrand Millet, 6 raisons de racheter une entreprise plutôt que de la lancer. Aujourd'hui, on a un invité de marque sur la chaîne et on va voir ça tout de suite après le générique. Bertrand, merci beaucoup pour cette première interview sur la chaîne. C'est vraiment un honneur parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, il a littéralement lancé ma carrière d'influenceur sur la sphère dropshipping avec un podcast qu'on avait fait il y a quasiment un an, ensemble. Et c'est une personne que j'estime beaucoup en infopreneuriat, qui fait partie des plus brillantes que j'ai pu rencontrer en marketing, en tout cas. Et aujourd'hui, je voulais vraiment avoir ton opinion d'entrepreneur sur ce business que je suis en train de faire. Moi, j'ai l'habitude de dire que je m'en fous de l'opinion des autres, mais c'est pas vrai, tu vois. Les gens que j'estime, ça m'importe et je voudrais avoir effectivement ton point de vue et te défier de trouver des raisons valables de racheter un shop ou une entreprise plutôt que de se lancer par soi-même. Merci déjà, merci beaucoup Isabelle. Effectivement, en gros, là on se rend l'appareil, puisqu'il y a un an, c'était moi qui étais au micro du podcast, là c'est toi. J'ai lancé beaucoup de boîtes dans ma vie, vraiment beaucoup. Je m'étais arrêté à quasiment une trentaine quand j'ai arrêté de compter, à peu près. Et c'est vrai qu'il y a ce culte, quand on veut se lancer, une espèce de quête vers la réalisation personnelle, quand on lance sa première boîte. Et en gros, on s'enlève l'option d'en racheter une, surtout pour la première, plutôt que d'en lancer une. Or, ce qui est absolument dommage. Et si aujourd'hui, je pouvais mettre au service des gens qui veulent se lancer des années d'expérience, ce serait de dire, et si la première, vous la rachetiez, pourquoi pas lancer les suivantes? Pourquoi? Parce que il y a, alors tu disais 6 raisons, on va les trouver, mais très facilement, parce qu'il y en a plein en fait des raisons de faire ça. La toute première, déjà, c'est que quand on lance sa boîte, le premier écueil du primo-entrepreneur, c'est-à-dire celui qui se lance pour la première fois, c'est de tomber amoureux de ce qu'il vend. Et tomber amoureux de ce qu'il vend, c'est peut-être la pire erreur qu'on puisse faire dans l'entreprise, parce que je sais qu'on vend beaucoup en ce moment sur Internet, lancez votre business passion, vivez de votre passion, etc. Il y a des choses qui sont intéressantes avec ça, quand ça marche, voilà, de dire oui, je vis de ma passion, mais il y a plein de faces cachées déjà. Premièrement, on peut se dégoûter de sa passion quand on est obligé d'en travailler. C'est-à-dire que j'adore le surf, mais franchement, quand je dois aller faire des vidéos qu'elles sont pas tournées, que machin et tout, au bout d'un moment, le surf, ça va. Voilà. Non, je ne fais pas de surf, je donne des exemples. Ensuite, deuxième autre désavantage, c'est que quand ça marche pas, il y a un petit côté, ça remet en question plein de choses. C'est ma passion, mais ça marche pas, mais machin. Et donc, en gros, on se retrouve dans une situation où, si les résultats ne sont pas là, on a énormément de mal à se désinvestir de son business et on va en plus de ça s'assimiler soi au business qu'on lance. C'est-à-dire que si les gens n'aiment pas ou font des retours méchants sur mes produits ou sur ce que je vends, c'est moi en fait qu'ils insultent. Parce que c'est moi, je me suis projeté tellement que en fait ils ne parlent pas de ce superbe objet comment on appelle ça, de yoga que je vends. Non, c'est de moi directement. Et donc, quand, au contraire, on est dans un rachat de business, il y a quelqu'un qui est passé avant nous, forcément quelqu'un étant passé avant nous, c'est pas nous complètement, c'est pas notre bébé, c'est pas nous qui avons choisi les couleurs du site, etc. Et ce qui fait qu'il y a une distanciation saine avec le business qu'on est en train de monter. Et donc, on n'est plus du tout dans c'est mon bébé, c'est ma maison, machin, etc. On est dans c'est un business. Et je vais traiter ce business comme un business. Donc, c'est un avantage énorme déjà émotionnellement pour commencer. C'est super intéressant là ce que tu dis, parce que en plus, on a commencé la vidéo en disant que tu as lancé 30 entreprises. Sur les 30, il y en a combien qui ont foiré et il y en a combien qui ont pris? En fait, j'ai envie de dire, il y en a 0 qui ont foiré. Parce que même celles que j'ai laissées mourir, même celles avec lesquelles j'ai fait très peu de chiffres, elles m'ont permis de rebondir un pas plus loin. Elles m'ont permis de rencontrer des gens. Elles m'ont permis d'apprendre une technique. Elles m'ont permis de me rendre compte aussi que j'avais pas du tout envie de faire ça. Parlons par exemple de boutiques dropshipping.
en y allant, je me suis vraiment rendu compte, et plus je m'en approchais, que j'arrivais pas à m'y mettre, je le ressentais pas, et c'est très cool. En fait, c'est très cool, ça m'a fait perdre un peu d'argent, mais c'est pas grave, parce que cette leçon, elle valait le coup. Donc, en fait, foirer, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Vraiment, ça. Donc, enfin, déjà, c'est une notion importante. Maintenant, est-ce que elles continuent toutes? Absolument pas, absolument pas. Aujourd'hui, j'ai des entreprises qui tournent, des embryons d'entreprises que j'essaye, des choses que je lance tous les jours, des choses que je lance et puis j'arrête parce que je me mets pas dans l'obligation d'aboutir chaque projet que je lance. Bref, c'est un laboratoire perpétuel. D'accord. Donc du coup là, on a parlé de 2 raisons. Une grosse raison, pour moi, c'est vraiment la raison de ne pas tomber amoureux de ce qu'on fait. C'est la vraiment raison fondamentale dans ce que je disais. Ensuite, une deuxième raison, c'est on a de la data. On a de la data, c'est-à-dire que, et là je vais pas parler même de data de réussite, on a de la data. C'est-à-dire que souvent quand on se lance, on est à l'aveugle complètement. C'est-à-dire, est-ce que ça c'est des bons chiffres pour une pub Facebook ou ce sont des mauvais chiffres? C'est une bonne conversion ou c'est une mauvaise conversion? Je n'en sais absolument rien. Là, on a quelque chose avec un ensemble de chiffres cohérents qui va pouvoir nous montrer quand est-ce que je fais mieux et quand est-ce que je fais moins bien que ce socle de chiffres que j'ai. C'est-à-dire que si mon shop, par exemple, il fait, parce que là on parle de shop spécifiquement, mais il fait chaque mois, allez, je vais donner une bêtise, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, quand je le reprends, je peux m'attendre légitimement à faire 100 000. Tout à fait. Donc si je fais 80 000, on peut dire que ce que je fais, ça marche moins bien que ce qui avait été fait avant. Si je fais 120 000, c'est mieux. Ça donne un repère qui est très rassurant. Parce que un des deuxièmes trucs quand on se lance, c'est qu'on a peur parce qu'on est dans une inconnue permanente. On ne sait pas si chaque fois on n'est pas en train de faire une erreur. Là, c'est beaucoup plus facile de savoir. Ensuite, troisième raison, qui pour moi est aussi super importante, c'est qu'on a abattu quand même une énorme partie du travail. Alors, on va se dire, c'est cool, etc. Moi, je voudrais vraiment pointer un truc, c'est parce que ce qui va être compliqué quand on se lance, c'est on doit apprendre plein de choses, mais des choses qui ne sont pas vraiment notre métier. Je vais donner un exemple. Quand on monte une boutique sur Shopify, par exemple, pour la première fois, je l'ai fait plusieurs fois, donc je peux en parler tranquillement. Moi, ça va très vite. Pourquoi? Parce que j'utilise d'autres systèmes qui ressemblent à ça. J'utilise WordPress, j'utilise Learnybox, j'utilise des choses qui font que quand je suis entré sur l'univers Shopify, ça a été vite. Mais quand c'est sa toute première expérience, il faut apprendre Shopify. Il faut apprendre à aller chercher des produits. Il faut apprendre des plugins qui te rendent fou. Et au bout d'un moment, tout ça, machin, mais tu l'apprends pourquoi? Si c'est ton expérience réussie, pour une fois. Parce qu'en gros, ce truc-là, tu vas pas le refaire à l'infini, sauf si après tu tombes amoureux de ce métier, que tu recrées une boutique, une deuxième, une troisième. Mais en fait, ton vrai métier, c'est quoi quand tu fais du e-commerce? C'est de faire tourner notamment des publicités, du business, et puis après d'en dégager de la valeur, de réinvestir, etc. Et en fait, c'est ça le métier d'entrepreneur. On n'est pas des artisans. On n'est pas des artisans. Pourquoi? Surtout en dropshipping. En dropshipping, on n'a aucune valeur ajoutée, à part celle de présenter joliment dans un bel écrin, quelque chose que d'autres ont fait. L'artisan, c'est celui qui produit le produit. Et donc, moi, quand je fais ça, je redeviens un artisan si c'est moi qui monte moi-même mes boutiques, si c'est moi qui fais mes fiches produits, si c'est moi qui fais mes publicités. Bref, je ne suis plus entrepreneur, je suis artisan. Quand je reprends une boutique qui est déjà faite, en gros, j'ai pas à me prendre la tête avec mon Dieu, je sais pas utiliser Shopify. C'est une excellente invitation pour se dire, et si tout de suite, je déléguais cette partie-là à quelqu'un qui sait le faire. Comme ça, moi, ce n'est pas mon métier. Mon métier, il devient d'un seul coup stratégique, avoir de bonnes idées et de pouvoir le filer à mon prestataire en lui disant, et si pour la fête des mères, on faisait une petite opération qui faisait ça et ça? Et là, d'un seul coup, le job devient vachement excitant, parce que c'est de la stratégie. Et on n'est pas celui qui met les mains dans le cambouis, et pour la meilleure des raisons, parce qu'on ne sait pas le faire. Donc, pour moi, troisième intérêt à faire ça, c'est vraiment celui de se dire, je me place sur ma vraie place d'entrepreneur, ma vraie place à valeur ajoutée, c'est-à-dire le stratège, le chef d'orchestre, et non pas le mec qui fait tout, quoi. Tu vois, vraiment ce que j'appelle l'artisan, celui qui est à la fois au moulin, au four, il fait la compta, il fait ses pubs, il se réveille la nuit, il répond aux clients, enfin voilà. Mais ce qu'on a tous fait, hein, au début, ouais. mais parce qu'il y a des petits malins qui rachètent des business. Moi, j'avais fait une superbe interview avec Michael Messa. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, tout à fait. Michael Messa, c'est l'apologie. Tu dis bonjour.
qui faisait l'apologie de racheter justement des entreprises, et ça m'avait ouvert les yeux. Et d'ailleurs, là, avec mon frère et mon cousin, on est en train de lancer une boîte familiale, et on est sur ce schéma-là. Parce que tous les trois, ce n'est pas notre première boîte, on en a tous plusieurs, et on s'est dit très rapidement, les gars, si on rachetait plutôt que de créer, ça va quand même vachement plus vite. Donc, quatrième raison. Allez, quatrième raison. Aujourd'hui, si on parle de shop, là je vais faire un truc qui est plus pour le shop, on a quand même des choses, des pixels qui sont éduqués, des lignes, on sait que ça fonctionne, et en plus quand on achète des boutiques qui de façon certifiée fonctionnent, en fait on a un trend de réussite. Et ce trend de réussite, il est très important parce qu'au départ, ce qui est démotivant et ce qui fait qu'on lâche l'affaire, c'est quand on va manger un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir une première vente? Tout à fait. Et une deuxième. Quand tu as un shop où tu sais que sur facture, ce shop fait déjà des ventes tous les jours, qu'est-ce que c'est agréable psychologiquement, émotionnellement? Mais dès le premier jour, tu reprends le shop, tu te mets les notifications sur ton téléphone et je t'assure, tu les entends. Et tu danses dessus. Tout à fait. Et tu peux même être un petit peu, si vraiment tu aimes la musique, tu mets Shopify, tu mets Stripe, tu mets PayPal, tu mets la totale et tu vas l'entendre ton téléphone. Et ça sonne toute la journée. Ouais. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour celui ou celle qui se dit je lancerai bien une boîte, mais c'est risqué, etc. Là, on a une boîte avec de la data et surtout, on a un truc qui te donne envie de continuer. Parce que c'est vrai que ça peut être hyper démotivant quand on tâtonne au début de pas entendre ces clings, de pas entendre ces ventes. Et là, on se dit, putain, mais tous ces efforts, pourquoi? Et c'est là où la barre va faire passer que 10% des aspirants entrepreneurs, il y en a 90% qui resteront sur le carreau à cause de ça. Et ce problème-là, on ne l'a absolument pas, sauf à faire n'importe quoi. Parce que je suis pas en train de dire que reprendre un business, c'est être à 100% assuré que ça va réussir. On peut le cracher avec panache. Mais quand on a un trend, quand on a tout, quand on sait dans la direction dans laquelle ça marche et qu'on suit cette direction, il y a zéro raison que ça ne marche pas. Sauf cataclysme majeur, sauf ce qu'on appelle signe noir, événement totalement imprévisible. Je vends des jouets en bois et demain la planète s'offusque contre l'utilisation du bois pour des jouets parce que c'est pas bien, ça tue des forêts, ça tue des orang-outans. Mon business s'écroule, évidemment. C'est ce qu'on appelle un signe noir. Ça veut dire que c'est un événement absolument imprévisible et on peut pas vivre sa vie en étant toujours dans l'évitement de ce genre de choses. Donc ça fait déjà 4 raisons. J'en aurai une 5e qui est, je pense, extrêmement importante, mais malheureusement, il faut l'avoir vécue pour lui donner toute son importance. C'est un petit peu, c'est comme quand tu dis à un enfant, touche pas là, tu vas te brûler, il a souvent besoin d'aller mettre la main lui-même pour aller se brûler. Et ce qui veut dire aussi que ça va faire me donner le même conseil à ceux qui montraient leur boîte pour la première fois, ou ceux qui ont tenté de monter une boîte et qui se sont cassés la gueule. Pour vous deux, pour ces deux types de personnes, je pense que le rachat d'un business est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que le plus dur dans un business, c'est de commencer. C'est de commencer. Parce qu'il faut tout faire en même temps. On est tout seul, on a des choses par-dessus la tête, on apprend plein de choses nouvelles, on n'a ni notre ciblage, on n'a pas vraiment notre cible, on connaît pas notre produit. Moi, vous savez, alors dans l'infopreneuriat, c'est pas tout à fait pareil que dans le e-commerce où un produit est plus facilement cernable qu'en infopreneuriat où moi, j'aime bien dire qu'on découvre son propre produit au bout de 2 ans. C'est-à-dire que toi, tu vends un produit, les clients, dans leur retour, en fait, en font quelque chose qui n'est pas exactement ce que tu avais prévu. C'est-à-dire que toi, tu as marketé le fait que ça va très vite et tout le monde te fait « Oh, qu'est-ce que c'est ludique ?» Et évidemment, tu dis « Ouais, enfin, c'était pas fait pour. » Mais à force de reprendre ces trucs-là, on se rend compte que il y a un exemple assez connu en e-commerce de ça. C'était une bouteille qui auto-mélangeait, il suffisait d'appuyer dessus, puis elle mélangeait les liquides à l'intérieur. D'une personne, à la base, c'était un truc qui était fait pour les sportifs, et une personne qui avait dérivé l'objet et qu'on avait fait un truc pour les mamans pour justement mélanger les biberons, parce que ça pouvait se faire à une main pendant qu'on tient son bébé. Donc quelque chose qui est extrêmement malin. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est que l'objet, on le connaît tous, mais
apprendre, imaginer une façon de l'utiliser, savoir comment ça peut s'utiliser, bien le targeter avec le bon discours, ben, ça prend des centaines d'heures d'essais, des milliers d'euros perdus juste pour ça. Et ce qui serait intéressant, là c'est toi que je vais mettre au défi, ce serait de faire une étude de cas ok, une personne, deux, trois personnes qui rachètent un shop, deux, trois personnes qui lancent un shop, et de savoir à quel point la courbe de rentabilité, à quel endroit elle se recroise. En disant, bon ok, celui qui achète le shop, tout de suite, il se met 10, 20, 50, 100 000 euros dans la tronche tout de suite. Ok, mais celui qui le lance tout seul, combien d'essais, des gens qui disent, moi j'ai perdu 4 000, 5 000, 50 000 euros dans la pub Facebook et machin, il y en a plein. Ceux-là, et ou dans Amazon. Exactement. Complètement. Pour au final même pas réussir. Là c'est très différent. Là on est dans quelque chose. On a un train vers la réussite qui est quand même vachement plus fort. Tout à fait. Et si on devait mettre une 6e raison, est-ce qu'on va aller jusqu'à 6? Bien sûr. Choisis-la bien. C'est la dernière. Alors pour moi le vrai avantage, le vrai avantage de racheter un business sur le fait d'en créer un, eh ben c'est un petit peu, comment je veux dire, l'amalgame de tout ça en même temps. C'est que ça permet d'arriver donc avec un recul, j'en parlais déjà un peu tout à l'heure, mais un recul aussi qui est sain par rapport à ce qu'on appelle il faut que je retrouve, c'est la loi de l'engagement. En gros, il y a des biais cognitifs dans lesquels on se laisse prendre quand on est depuis longtemps sur quelque chose. C'est-à-dire que imaginons que j'ai commencé à faire un business. Bon, au début, je fais comme je peux. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je laisse plein de chantiers ouverts. Il y a des choses que j'aboutis, mais il y en a plein que je dis, je le finirai bientôt. Ouais, mes emails pour ma mailing list, très vite, ce sera fait, etc., etc. Bref, on est un petit peu dans ce truc. Et puis, on laisse plein de choses ouvertes. Et au bout d'un moment, ce qui fait souvent, c'est qu'on finit les choses assez mal. On les optimise jamais vraiment. Et puis, bon. L'avantage de reprendre un business, c'est qu'on arrive avec un œil frais sur quelque chose qui déjà fonctionne, mais aussi sur lequel on va pouvoir très facilement repérer ce qui fonctionne pas terrible. C'est-à-dire de se dire, waouh, quelle place il y a encore pour de l'amélioration. Et ce qu'il est quasiment impossible de faire quand on est dans son propre business, qu'on appuie de prix zéro, c'est comme quand on vit avec quelqu'un au quotidien, on ne le voit jamais changer. Il faut s'être séparé de cette personne et le revoir 4-5 ans plus tard pour dire, ah ouais, t'as changé. Quand on est avec lui au quotidien, on est habitué, le processus, et c'est la même chose avec son propre business. C'est-à-dire que, comme on a grandi avec, on l'a fait avec, on n'en voit plus les incohérences, on n'en voit plus les choses folles qu'on fait. Et d'un seul coup, quand on arrive sur un business avec un œil neuf, qui n'est pas le nôtre, on a cet œil beaucoup plus critique, mais c'est à nouveau de la critique saine, qui fait qu'on en repère beaucoup plus les incohérences, on n'a pas peur du tout de changer les choses qui ne vont pas, alors que quand c'est soi-même, on a souvent peur de changer un truc. Et moi, des exemples, je peux en donner un, par exemple, d'un de mes clients. Un de mes clients, aujourd'hui, il a un site avec un trafic massif. Par contre, avec des conversions très mauvaises. Et moi, je suis consultant. Moi, mon business, c'est de regarder ça, c'est d'aider les gens à booster leurs résultats. Et donc, quand je regarde ça avec lui, je vois très bien les préconisations que je lui fais, sauf que comme c'est son business à lui, alors, dans un premier temps, déjà, c'est difficile d'admettre les incohérences, mais dans un second temps, même si je les admets, c'est encore plus dur de changer parce que j'ai l'impression que la moindre virgule que je vais déplacer dans le schéma, le peu de résultats que j'ai déjà, ça va le faire s'écrouler. Mais forcément, quand on arrive sur un nouveau business qui arrive là et qu'on voit ces choses-là, le fait que ce ne soit pas le nôtre, qu'on ne soit pas engagé dedans, c'est pour ça que c'est la loi de l'engagement, ça va faire qu'on peut y aller, on peut se lancer. Et pour tous ceux qui se disent non, mais ça c'est théorique, etc., je vais vous donner une expérience qui se retrouve dans un bouquin bien connu qui est traité de manipulation à l'intention des honnêtes gens, qui est un livre extraordinaire sur les biais cognitifs, sur la psychosociale, etc. Et en gros, pour la faire très simple, il y avait une expérience qui avait été menée aux États-Unis, donc le principe d'expérience de psychosocial. On fait des tests sur différents groupes et on voit comment les gens réagissent statistiquement. Donc, pour que ce soit validé, il faut que le test ait été refait. Et donc, qu'est-ce qui avait été fait? C'est qu'en gros, on faisait jouer des étudiants à des business games. Et en fait, dans ces business games, les résultats étaient truqués. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un business game? On a un ordinateur qui analyse des données et qui peut vous dire, en investissant là-dessus, et puis vos concurrents investissent machin,
bah, comment vos résultats seraient en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices, etc. Donc, on joue, sauf que les résultats sont truqués. Les résultats sont faits pour faire en sorte que, dans un premier temps, une stratégie va fonctionner un peu, et puis ensuite, elle va perdre. Et là, d'un seul coup, ce qui se passe, donc il y a deux équipes, les A et les B, eh bien, les A et les B donc, ont la même chose. Ils ne savent pas qu'ils vivent le même scénario, mais ils vivent la même chose. Et donc, en gros, ce qu'on constate, c'est que à cause de la truc qui a marché pendant, on va dire, 2-3 cycles, et qu'après elle puisse perdre 10 cycles, les gens vont avoir tendance à remettre encore plus d'argent en se disant ça va fonctionner. Donc de temps en temps, on voit un petit regain comme ça et on continue. Ensuite, donc ça, là on est en plein dans ce biais cognitif, c'est ce qu'on appelle la loi de l'engagement. C'est un principe qui en fait va s'appeler plus précisément, on est entre le piège abscon et la dépense engagée. Le piège abscon, c'est le fait irrationnel de croire que plus je mets d'argent dans un truc, plus, alors que je n'ai aucune preuve rationnelle que ça va arriver, je m'approche du moment où ça va me rendre mon argent. C'est absolument faux. Et donc, en fait, comment on peut le voir? Eh bien, c'est qu'à un moment du jeu, ils font une pause, ils stoppent le jeu, et ils demandent aux deux équipes de reprendre le business de l'autre équipe. Et que font les équipes systématiquement? Elles analysent les chiffres, elles voient que c'est n'importe quoi la stratégie qui est suivie depuis je sais pas combien de temps. Bling, elles changent tout. Et les voilà repartis sur des trends de réussite. Alors que ces mêmes personnes, on pourrait dire, c'est même pas lié aux personnes, puisque ce sont les mêmes personnes, les mêmes intelligences, c'est juste qu'elles sont sorties de cet engagement qui était du fait qu'elles avaient créé leur business, qu'elles avaient été, et donc, ce truc-là, on le voit sur des sets de pub, on le voit sur des stratégies Facebook, sur des machins, où, à un moment donné, on ne tient pas en compte que Facebook a pu changer, et ce qui a pu marcher à un moment donné, ne marche plus, mais je continue. Tout à fait. Et franchement, merci Bertrand, parce que je croyais pas que tu serais capable de les trouver, les 6 raisons. Ben voilà, 6, on pourra vérifier, je pense qu'il y en a 6. Est-ce que, éventuellement, tu en aurais une 7e? Ah oui, bien sûr, je peux en sortir une 7e. Après, il y a ce truc, pour moi, la 7e raison qui pourrait être intéressante, c'est celle du risque, qui est assez évidente. C'est pour ça que je ne l'ai pas donnée, parce que ça me semble une évidence, mais on peut la dire, parce que, comme j'ai un ami qui aime beaucoup dire, ça va sans dire, mais c'est toujours mieux quand ça l'est dit, en l'occurrence. Donc, effectivement, c'est vrai que souvent, un des freins à se lancer dans l'infoprenariat, dans l'entrepreneuriat sur Internet, dans le e-commerce, dans l'entrepreneuriat en dur, c'est le risque. Et le risque, il vient un petit peu de tout ce que j'ai dit avant. Je n'ai pas les connaissances, j'ai pas de visibilité, j'ai pas de repères, j'ai pas... Bref. Et là, en l'occurrence, j'ai tout ça qui est déjà prêt. J'ai quelque chose qui existe, qui a une réputation, qui a une méthode, une stratégie qui fonctionne, qui a des partenaires peut-être, qui a du stock, bref. Et en gros, tout ça est là, c'est palpable, c'est touchable du doigt. Et donc, le risque, en fait, il est diminué. Alors, je ne saurais pas dire de combien. En fait, c'est un peu facile de dire de combien. Parce qu'en gros, sur combien de boutiques qui sont lancées, il y en a une qui arrive au résultat qui est là. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de 10% de réussite en e-commerce, on parle de 1%. 1% de réussite. 1% de réussite. Ça veut dire qu'en gros, on a réduit le facteur risque de 99% de chance. 99% de réduction du facteur risque. C'est énorme. Rien que pour ça, ça vaudrait le coup s'il n'y avait pas même tout le reste. 99% du facteur risque est enlevé en prenant une des rares pépites qui est là et qui vit. Ouais. À mon sens, ça vaut le coup. Faire partie des 1% plutôt que des 99 autres, je pense que c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien les fast-pass. J'aime bien, les dans la ligne, tu vois toujours les shortcuts, la ligne qui est des VIP, quoi. C'en est une magnifique. Tout à fait. C'en est une magnifique. Et honnêtement, il y a rien de pire quand on se lance en business de penser par la dépense. Ouais. Pensons par l'investissement. Alors après, il y a des bons investissements, des mauvais investissements. Là, en l'occurrence, investir dans un business déjà fait, c'est un bon investissement, très souvent, sauf si on peut pas, évidemment. Alors là, c'est là où ce que tu fais a beaucoup de valeur, parce que tu as un tiers de confiance qui va certifier que les chiffres sont bons, qui va mettre le nez dans les vrais comptes, regarder les vrais trucs pour être sûr qu'il n'y ait pas
de malfaçon ou de publicité mensongère. Je laisse passer une moto, ça s'agite. Et donc, là en l'occurrence, on a un investissement dont on peut prévoir quasiment le ROI. Tout à fait. Ça, c'est pas... Et avec un accompagnement en plus, c'est pas juste tu rachètes le business et derrière il ne se passe rien, puisque dans le cas de ce que je propose, les propriétaires du site en question accompagnent les personnes pendant 1 mois. Et en plus, j'ai de la chance de côtoyer pas mal de consultants donc, et qui font face au même problème en fait, que tu as évoqué. Lancer le business, même pour un consultant, c'est plus difficile. C'est hasardeux. Voilà, que d'avoir de la data et te dire voilà, en fonction de ce que je vois, si tu mets ça en place, il va se passer ça. Tu vas avoir tel type de bien. Et oui, pour le coup, la prise de risque est complètement... Ça n'a plus rien à voir. Ouais. Parce que même un consultant, quand on travaille avec un consultant, c'est-à-dire un pro qui fait ça depuis longtemps, il va te dire au départ, j'ai besoin de tester. Il va dire au départ, j'ai besoin d'un chiffre, j'ai besoin d'un fond pour pouvoir faire des tests et voir là où ça prend. Donc cet argent-là, à nouveau, c'est de l'argent qui est, quand on le fait seul, à fond perdu quasiment, parce que voilà. Alors, c'est Bill Gates, je crois, qui disait ça, c'est que il n'y a rien de pire en business que de réussir du premier coup. Parce que tu sais pas comment t'as fait. Mais parce que tu n'as aucune idée de comment tu as réussi. Ouais. Et voilà, ça peut arriver de temps en temps, on réussit du premier coup, génial, etc. Mais on s'est créé aucune expertise, aucune compétence. On s'est créé de l'argent, c'est très bien, et mazel tov, kiffe ta vie. Par contre, si derrière tu as pour ambition de continuer, de perpétuer, de multiplier, etc., c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Et j'en ai fait 7. Waouh, franchement, hyper balèze. Enfin, j'étais sceptique, je me suis dit, purée, lui qui est pas vraiment dans l'e-com, est-ce qu'il va trouver des raisons? Et ça a été ultra pertinent. Je te remercie beaucoup. Et Bertrand, alors on fait cette vidéo. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? En Thaïlande. Ouais, d'ailleurs, je suis venue là le voir. On est à Koh Samui. Juste pour l'interview, allez. Dans son jardin. Où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver sur différents business. Alors, je vais donner quelque chose qui a quand même un peu de pertinence par rapport à ce qu'on fait ici. En gros, on va pouvoir me retrouver sur un site qui s'appelle babies.biz ou bien sur une agence qui s'appelle BM Expert, dans laquelle j'accompagne les gens à faire de l'entrepreneuriat, on va dire, en prenant les raccourcis, quoi. C'est ça le but, c'est de faire en sorte que ça se passe le plus rapidement et le plus facilement possible. Et ce mec est ultra balèze, je vous le dis. Je vous remercie. Franchement, si vous avez une occasion d'aller à sa rencontre, faites-le, vous allez halluciner. Et en plus, vous serez les bienvenus. On accueille avec grand plaisir. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Bertrand. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, franchement, mettez-nous des pouces. Ça nous fera vraiment plaisir. Si ça vous a pas plu, dites-nous en commentaire pourquoi. Et puis, abonnez-vous. Moi, je vous mets en description le lien vers le podcast qu'on avait fait. Tout à fait. Parce que vous verrez. Voilà. Non, mais on s'était bien marré. Ouais. Et puis, en plus, comme ça, vous découvrirez Bélise. Tout à fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Ciao, ciao. Ouais, effectivement, ça c'est la partie là. La lancer. Aujourd'hui, on a un invité de marque sur la chaîne.